Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc hier, on a été conviés sur Paris à une conférence de presse par des journalistes. Donc il y avait deux personnes du SAMU social agricole, moi et Olivier Christo, et deux personnes des agriculteurs en colère. Il y avait donc Christian Converse et Patrick Legras. Et donc pourquoi cette conférence de presse et cette urgence agricole où des journalistes se posent des questions sur où s'en va notre agriculture française? Bah, tout simplement parce que les premières notes qui ressortent, les premières notes, propositions chiffrées, proposées par nos gouvernants, c'est une enveloppe de 3,7 milliards dans lequel irait 2,5 milliards pour venir consolider la coopération agricole. Alors, sur 3,7 milliards, qui est une toute petite enveloppe, si nous, on nous enlève déjà 2,5 milliards pour renforcer la coopération agricole qui, au vu de ce qu'il y a dans le texte, a besoin d'un soutien financier pour refinancer les agriculteurs pour remettre en culture, parce que c'est ça, c'est pour remettre en culture les colzas, les blés, les triticales, les maïs, les tournesols, etc., etc. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon agricole, les prêts d'emblavure. Donc, nous, on estime que 5 milliards, comme pour les agriculteurs, c'est le mini du mini. Je parle juste de l'enveloppe pour venir par le biais d'aides directes. Les 2,5 milliards pour les coopératives, bah, je pense que le groupe Avril, le groupe InVivo, qui est présent dans 38 pays dans le monde, avec des rémunérations de 32 à 46 000 euros, je pense que c'est nous prendre pour des imbéciles que nous demander qu'il y ait une enveloppe de 2,5 milliards qui vienne les renforcer, hein, quand on sait comment ça se passe. Donc ça, il n'en est pas question. Nous, on demande, alors bien sûr, la FNSEA, on le sait, va repasser derrière nous. Mais nous, on demande 5 milliards minimum. Ça, c'est des aides. Si on peut dire c'est une enveloppe directe, ça n'a rien à voir avec ce qu'eux vont demander. Les mesurettes, vous savez, MSA, prise en charge des impôts, machin. Ça, c'est des formules qu'on a toujours. Chose très importante, c'est l'année blanche. L'année blanche sur les prêts que vous avez de l'exploitation agricole avec la prise totale, prise en charge totale des intérêts par l'État. Parce que quand on décale comme ça d'une année, il y a les intérêts qui courent. Ça, c'est pour l'urgence 2026. Sachant que, sachant que, personne ne va le dire, mais on peut suspendre les procédures. Tous ceux qui sont en conciliation amiable. Alors, il y a amiable fait par nous-mêmes en ce qu'on appelle en table ronde. Il y a amiable en nommant un conciliateur par le tribunal. Il y a la sauvegarde, le redressement, les liquidations en cours, hein. Si le gouvernement voulait vraiment sauver des agriculteurs parce qu'il considère que c'est important dans la société, les agriculteurs sur les territoires, les nourriciers, on peut suspendre les procédures. Donc nous, on demande la suspension des procédures, voilà, pendant un an, voilà, pour pouvoir représenter des projets et pouvoir rebondir. Et en attendant, sur cette période d'un an, l'agriculteur, souvent, il se restructure ou il fait d'autres choix, d'accord, pour éponger sa dette. Donc ça, c'est les grandes mesures sur l'enveloppe qui doit être destinée. 5 milliards, c'est sans les autres aides. Année blanche, tout ce qui peut venir en plus. C'est le minimum. Mais donner 2,5 milliards aux coopératives sur une enveloppe de 3,7 milliards, vous comprenez bien il va nous rester rien du tout. Ils vont nous renvoyer vers des prêts de consolidation avec les banques. Les prêts de consolidation, c'est au cas par cas, suivant les situations. C'est également indispensable dans bon nombre d'exploitations. Mais vous avez bien compris que si les départements sont pas mis en état de catastrophe naturelle, ce qui va geler les contrats en cours, si on est en état de catastrophe naturelle dans les départements. Là, on pourra avoir un levier de négociation et avec l'État derrière les refinancements qui aura besoin au cas par cas via la Banque publique d'investissement. Si vous n'avez pas des prêts garantis via la banque d'investissement ou
un report d'année blanche ou un report d'annuité ou via derrière l'État, la Banque publique d'investissement, ils vont faire comme ils l'ont fait tous les gouvernements précédents, hein, c'est pas propre à Macron. Ils vont dire voilà, on met une enveloppe, ils vont mettre déjà 2,5 milliards aux coopératives, nous, il va nous rester les miettes. Et après, il va dire, il y a pas, ils vont dire, il n'y a pas de problème. On ouvre une année blanche pour tous, mais ça, c'est des déclarations de bonne intention. Et on a dit au réseau bancaire de vous refaire des prêts de consolidation. Voilà. Et quand vous allez vous pointer dans les agences bancaires, vous avez bien compris que les financements, vous les aurez pas puisqu'on est dans des métiers, globalement, je parle toujours en moyenne, avec des faibles marges, pas de retour sur investissement. Donc, dès qu'il y a un accident, comme on est juste la tête au-dessus de l'eau, dès qu'il y a un accident, ben, on est noyé. Et eux, ils n'ont pas envie de fournir les bouées de sauvetage et de les financer eux-mêmes, sachant que si le bateau reste sous l'eau, c'est eux qui vont porter la charge du financement. Donc eux, ils veulent pas du tout se mouiller. Ils veulent rester hors de l'eau. Ils veulent même pas venir au bord de l'eau. Voilà. Donc s'il n'y a pas l'État derrière, déclenchement de catastrophes naturelles par les départements, appui derrière via BPI France, la Banque publique d'investissement, il ne se fera rien. Sur les mesures pour les éleveurs, il est évident que on demande, les maïs c'est trop tard, ils sont ramassés, on demande que la pulpe de betterave soit réservée pour les éleveurs. Ça, le gouvernement peut le faire via les préfets, réserver la pulpe de betterave pour les éleveurs. Une autre chose qui coûte rien, c'est par rapport aux normes dans les fruits et légumes, les pommes, etc., où elles sont plus petites, où elles ont une tache, où elles ont un petit trou, ce qu'on appelle un déclassement. Ça, faut arrêter avec ça. Hein. Si elles sont plus petites, les pommes, faut les mettre dans le réseau, dans la grande distribution, faut les vendre et faut les consommer. Alors, quel est le problème de ça? On dit voilà, elles sont pas calibrées, elles répondent pas aux standards de calibre commercialisable. Non, c'est un argument de vente pour pas payer les pommes. Point. Cherchez pas plus loin, c'est tout. Les pommes, même si elle a une petite tache, c'est bénin, vous allez la manger. Si elle est plus petite, vous allez la manger. Vous n'allez pas en mourir. Simplement, c'est un argument pour ne pas nous payer. C'est tout. Donc là, ça, c'est 2026 qui n'est pas passé. Vous avez bien compris que s'il n'y a pas une aide importante et s'il n'y a pas de l'air de donner sur les remboursements long moyen terme, hein, sur le refinancement aussi, les avances PAC et les avances mises aux cultures, il faut qu'elles soient reconduites pour 2027, au cas par cas, là, hein. Donc si l'État n'agit pas derrière, la banque, elle peut très bien dire, moi je renouvelle pas la PAC pour 2027, moi je ne renouvelle pas les mises en culture pour 2027, vos bilans sont trop mauvais, vous avez fait des récoltes catastrophiques en blé ou catastrophiques en betterave ou autre, vos rendements ne sont pas bons, en maïs, en tournesol, c'est une catastrophe, vos rendements. Donc nous, on reconduit pas le financement. Ben, vous avez peut-être 30, 40, 50, 60 000 agriculteurs qui vont s'arrêter là, à la fin de l'année. C'est tout. Parce il y aura plus de financement. On en est là. Voilà. Donc, pour demain, parce que là, vous avez compris que tout ça, les mesures MSA, l'année blanche, on se répète. Vous avez vu qu'on se répétait. Pourquoi on se répète? Ben, on se répète parce qu'on est face, on n'est pas des patrons, hein. On a laissé deux choses essentielles. On a laissé la gestion de nos entreprises globalement à des comptables et des experts comptables. Et on a laissé la valeur ajoutée de notre produit, la facturation de nos productions, toutes nos productions, hein, à l'acheteur, c'est-à-dire aux coopératives, à l'industrie agroalimentaire ou aux négoces privés. Donc on ne facture pas notre travail. On peut pas s'en sortir si on facture pas notre travail. Donc des prix, la solution, mais rapidement, là, c'est essayer de tenir ce qui pourra être tenu, hein, de faire tenir les agriculteurs qui souhaitent continuer, parce que certains souhaitent arrêter. Ils se disent, on part dans un truc, l'année prochaine, ça va probablement être à peu près pareil, voilà, et on n'a pas de prix rémunérateur. Donc si le modèle, il n'est pas changé, de toute façon, on n'arrivera à rien. À rien. Parce qu'il faut un prix de souveraineté nationale avec des contrats de volume avec un prix, avec une gestion des volumes, comme je l'ai dit.
et non pas des contrats léonins. Car nos responsables politiques et syndicaux, hein, n'ont pas fait leur travail, hein. Ils ont cautionné les péages. On a des péages dans notre profession. Quand les produits partent de votre exploitation, les animaux, les carottes, les canards, les cochons, les pommes, les fruits, il y a des péages. Derrière le départ de la ferme, il y a des gens qui prennent des frais de péage. Il y a des intermédiaires. À chaque étape, le gars, il prend un péage. Donc quand ça arrive au consommateur, on peut le constater, si vous allez manger n'importe où, dans les restaurants ou n'importe où, vous allez dans les magasins, vous voyez le prix, le différentiel qu'il y a entre le prix dans le magasin et le départ de la ferme. Eh bien oui, c'est parce qu'entre deux, il s'est formé des péages. Et il n'y a pas de péage gratuit, hein. Tout le monde mange et mange à sa faim. Il est là le problème. Donc il faut revoir ce modèle avec un prix de souveraineté nationale. Et l'impact, il est tout petit, l'impact, tout petit. Parce qu'aujourd'hui, on est, alors, la consommation du budget des ménages sur les 1545 milliards d'euros, il parlait de 13-14%, il parle plutôt de 15. Et si on engendre les restaurants là-dedans, hein, on est plutôt autour de 20%. Donc ils disent maintenant de 15 à 20%, le budget de consommation des ménages. Donc on va varier, parce que nous, il nous revient 4,5% en moyenne, on va varier de 200, on va varier sur le budget des ménages, si c'est 15 ou 20%, on va varier de 230 milliards d'euros à 300 milliards d'euros. Nous là-dessus, entre 15 et 20, nous là-dessus, le coût, nous, de notre matière première, il est de 10 à 13 milliards suivant si on se rapproche de 20% du budget des ménages et tout. Parce que souvent là-dedans est comptabilisé les boissons. Donc il y a des choses qui sont difficiles à détailler. Mais on est dans ces eaux-là, autour de 10 milliards, qui nous revient à nous. 10, 12, 13. Voilà. Ça peut pas aller. C'est pas possible. Nous, si on est à 20% du budget des ménages, il faut qu'il nous revienne 45 milliards. Voilà, c'est tout. Et ça représente, suivant la proportion qu'on prend, ça représente de 700-800 € à 1 200-1 300 € sur une année, sur 30 millions de foyers, puisqu'il y a 30 millions de ménages environ en France, hein, 29 millions et des bananes. Donc ça représente un peu plus de 1 000 €. Sachant que cette part-là, il ne faut pas la prendre sur le budget des ménages, parce que si on prend la fourchette basse autour de 15, on est à 60-70 € par mois. C'est tout, hein. Mais ça, ce n'est pas aux consommateurs de supporter ça. C'est aux gens qui n'ont pas fait leur travail, là. La DGCRF, les contrôles, ils doivent être diligentés par nos politiques, par nos politiques. Là, l'Observatoire des prix et des marges, il est où? Il est où? Il est où le travail? Qui a fait ce travail? Il y a une valeur constatée, produite par l'agriculteur, qui entretient 30 millions d'hectares en tout sur le territoire français avec les Landes, qui nourrit la population. La nourriture, c'est la santé. Qui emploie du personnel, des emplois non délocalisables. On est donc des nourriciers, hein, voilà. Et en nourrissant les gens tous les jours, les gens mangent en moyenne tous les jours, 3 fois par jour, on va dire 210 millions de repas distribués par jour, 40 millions en restauration collective, et on n'est pas capable de ramener un budget de 65, 70, 80 € par mois, par mois, par ménage. Alors si on prend 100 € par mois par ménage, vous savez compter, ça fait 1 200. Mais il n'y a pas besoin de le prendre sur le budget des ménages. Regardez, regardez, allez visiter tous les péages, tous les endroits où notre marchandise, quand elle va à Rungis, regardez, tout ce qui est commercialisé, qui passe par Rungis, qui vont alimenter tout Paris et sa région parisienne. Regardez les péages, tous ceux qui se servent aux péages. Je veux dire les intermédiaires, je veux dire l'agroalimentaire, je veux dire les PME, les grandes distributions. Regardez toute cette addition. C'est tout. Le problème, il est là. Alors après, on peut augmenter le prix au final
chez le consommateur. On va dire demain, on augmente les prix de 20% chez le consommateur, mais ça va rien changer. Absolument rien changer. Les 20% d'augmentation chez le consommateur, il va rester dans les péages. Il va rester entre le départ de la ferme et l'arrivée dans le magasin. C'est là qu'elle va rester l'argent. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de ruissellement. Donc, à nous de nous reprendre en main, prix de souveraineté nationale, gestion des volumes, et nous, le gouvernement, le syndicat, la FNSEA, personne n'a rien fait. D'accord? Pour aller jeter un coup d'œil dans les péages. Personne n'a rien. Et nous, on va pas s'occuper des péages. Nous, faut qu'on reprenne notre facture. Rassurez-vous, si on facture notre coût réel, entre le départ de la ferme et l'arrivée au consommateur, rassurez-vous, les péages, ils vont se restructurer. Vous n'aurez pas besoin d'envoyer ni l'armée, ni les forces de l'ordre. Le péage va se restructurer. Rassurez-vous. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, à nous de nous reprendre en main et de savoir ce qu'on veut. Voilà. Hein? Et le grand drame de ce qui nous arrive, là, de demander minimum 5 milliards et tout ça, le grand drame, ça a été la politique agricole commune de 92, qu'on a remis une couche. Avant, on subventionnait les organismes stockeurs. À partir du moment où on a accepté tous les traités de libre-échange, le Commonwealth, le TAFTA, le CETA, voilà. Hein. Et alors là, on a dit, on va mettre des aides compensatoires aux surfaces cultivées. On va vous subventionner. Vous, les paysans, vous allez devenir des fonctionnaires européens. Ah non, ça marche pas. Un paysan, c'est un indépendant. Il doit vivre de son travail, de son produit. Il doit pas vivre de subventions. Donc une fois qu'on est calé dans un modèle de subvention où on doit remplir du tertiaire des papiers pour prétendre à une subvention qui ne couvrira pas les coûts de production, mais qui va attacher la paysannerie à un modèle calqué sur l'agro-industrie mondialisée via des plateformes logistiques qui se mettent dans des points stratégiques par rapport aux optimisations fiscales, hein, à la fiscalité des États et par rapport aussi aux moyens de communication et de transport qu'ils ont au plus rapide pour optimiser au maximum leurs profits. Que ce soit les centrales d'achat ou autres, peu importe. Ils vont se mettre dans des endroits stratégiques pour éviter la baisse tendancielle du taux de profit. Eux, ils vont optimiser à tous les niveaux. Ils vont aller chercher la moitié d'un centime d'euro, ils vont aller le chercher en termes d'optimisation. Et nous, pendant ce temps-là, on est des petits soldats porte-seaux qui remplissons des documents administratifs pour demander des aides à l'Europe, pour demander des aides pour subventionner nos retraites, pour demander des aides pour faire des plans d'eau. Ben non, on n'est pas des handicapés. On est capable de travailler. On n'a pas à demander des aides. Notre travail, il a une valeur. L'alimentation, c'est reconnu comme un élément majeur, stratégique pour un État. Ça s'appelle l'arme alimentaire. Le jour où on va être totalement dépendant, on l'est déjà, en partie, sur beaucoup de produits. Ça va être quoi, notre levier? C'est quoi notre puissance? On va envoyer une armée, on va envoyer des militaires, on va vouloir faire des bras de fer avec des pays si on n'est pas capable de nourrir notre peuple. Si notre peuple, il est nourri par l'extérieur. Et ça tient pas debout. Donc, réveillons-nous, sortons progressivement, parce qu'on peut en sortir. On a des leviers en créant un grand plan, un grand fonds souverain pour relancer le modèle agricole. On a plein de leviers avec l'épargne, hein, où on peut relancer un vrai projet agricole avec du foncier qu'on peut acquérir nous-mêmes via justement ce levier-là, avec des gens qui souhaiteraient investir dans la terre pour réinstaller des jeunes agriculteurs, mais à une seule condition, et relancer des outils industriels pour produire chez nous, mais à une condition, c'est revisiter la chaîne de valeur et non pas avoir 4,50 € sur 100 € TTC, mais j'ai regardé, il nous faut 15 € sur 100 € TTC. C'est pas du tout pareil, ça. Il nous faut 15 € sur 100 € TTC. Et avec les aménagements qui vont derrière, bien sûr,
de revoir la fiscalité, mais ça, on sait comment faire. On a les outils pour revoir la fiscalité, pour ne pas qu'elle soit confiscatoire et qu'on puisse transmettre nos outils. Parce qu'on est sur des patrimoines familiales avec un retour sur investissement très faible et des investissements lourds. Donc, si on veut remonter cette rémunération, elle va être destinée avant tout déjà à reconnaître les paysans qui sont exploités depuis des décennies et tout de suite, ce surplus d'argent qui doit nous revenir, il y en a besoin déjà dans un premier temps pour la main-d'œuvre, la main-d'œuvre dans les exploitations, il y en a énormément besoin, et remettre en état le parc matériel et le parc bâtiment. Le temps de faire ça, il y en a déjà pour des années, même si on retrouvait notre souveraineté économique, notre prix de souveraineté nationale, il y en a déjà pour des années à faire ça. Et là, il y a urgence parce qu'il n'y aura pas d'installation, il n'y aura pas de renouvellement des générations, il y a des départs d'agriculteurs qui arrivent dans des situations dramatiques, qui vont pas vendre leur exploitation, qui vont brader leur exploitation. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont la brader pour des raisons de santé. Ils n'auront pas le choix. Ils vont pas exploiter jusqu'à 70, 80 ans. Tout le monde n'en aura pas la force. C'est la santé qui va prendre le dessus et qui va faire arrêter les exploitants. Donc, moi, je trouve qu'il est scandaleux d'abandonner les paysans comme on les abandonne alors qu'on a la solution. On l'a la solution. Tous les jours, les gens consomment. Ce midi, les gens vont manger. Demain, les gens vont manger. C'est une question de répartition de la valeur ajoutée dans les filières agroalimentaires. C'est tout. C'est là que ça se situe, avec un rééquilibrage des taxes de l'État, de la TVA, où on peut travailler aussi sur le sujet, hein, parce que à chaque échelon, les gens payent des taxes ou un TVA, de la TVA. Ça, c'est à revisiter. Il faut revisiter la chaîne de valeur, sans quoi, rien ne sera possible. Après, on sait ce qu'il faut faire. Il faut replanter des haies, il faut remonter l'irrigation dans certaines zones, pas partout, mais dans certains endroits, en fonction des conditions pédoclimatiques, pour assurer les récoltes des agriculteurs. Voilà. L'irrigation est indispensable dans certains cas de figure. Avec certaines filières, c'est indispensable. Dans d'autres filières, faut mieux choisir une autre voie que l'irrigation. Faut changer de culture, faut adapter. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Mais quel que soit le chemin qu'on va prendre, s'il revient pas 15 euros sur 100 euros TTC, je dis bien, rien ne sera possible. Ni le financement de notre retraite, ni nos remplacements quand on est malade. Quand on est malade, on n'est pas capable de se faire remplacer, hein, parce qu'on est trop affaibli financièrement, c'est tout. Et on ne peut rien faire. Et la ferme France s'effondre. Regardez bien, tout le parc matériel vieillit, le parc bâtiment vieillit. C'est la raison pour laquelle les gens vont vers des énergies renouvelables. Il en a été question à la conférence de presse, des énergies renouvelables, mais rassurez-vous, les énergies renouvelables, ça, c'est des décisions des chefs d'État et de gouvernement, c'est des décisions géopolitiques, géostratégiques. Nous faut demain, pour avoir une agriculture debout, comme une industrie, il faut une énergie peu chère et abondante. Sinon, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de PME. Donc, à eux de savoir quelle est l'énergie la plus opportune, le plus opportun du modèle aujourd'hui, quelle est la meilleure énergie aujourd'hui, peu chère et abondante, il y en a une, hein. Ça peut être un mix de plusieurs, un mix énergétique. Ça, c'est pas notre travail, c'est le travail des spécialistes qui travaillent dans l'énergie. Et les agriculteurs, pourquoi ils vont vers les énergies renouvelables? Puisque les méthaniseurs sont beaucoup attaqués par rapport aux fourrages qui vont dans les méthaniseurs ou la pulpe de betterave. Pourquoi les gens ont été vers les énergies? Tout simplement parce qu'on a 4,50 € sur 100 euros TTC. Demain, au lieu d'avoir des contrats léonins, si on a des contrats de production avec des prix et qu'on gagne notre vie, on pourra dire aux gens d'arrêter, de ne plus prioriser les méthaniseurs ou d'autres types, ou de photovoltaïque ou d'agrivoltaïsme. On peut aller jusque-là, mais dans la mesure
où l'agriculteur, il est capable de faire vivre sa famille. On va quand même pas reprocher à un agriculteur qui a mis ses billes dans les énergies renouvelables, on va pas lui reprocher d'avoir essayé de sauver sa famille. On n'a pas reproché aux agriculteurs d'avoir une épouse à l'extérieur, ou d'être double actif, ou de travailler dans des CUMA, ou de travailler chez les entrepreneurs, ou de travailler dans des sociétés de conseil. On ne peut pas reprocher à un agriculteur ou une agricultrice d'essayer de sauver sa famille. Et il essaye de sauver sa famille parce que les politiques et les grands syndicats ont été absents. Absence de solution, absence de stratégie agricole avec un modèle vertueux à long et moyen terme. Ils réagissent en fonction du calendrier électoral pour être réélus le coup d'après, tant dans les chambres d'agriculture qu'au niveau politique dans les mandats, conseillers régionaux, départementaux, présidentiels, députés, sénateurs. Ils calculent, ils tiennent un discours pour être réélus, un discours qui va plaire au grand public. C'est pas un discours qui va plaire au grand public qui va sauver la France. C'est un problème, c'est un programme qui va redresser la France. Donc c'est une énergie peu chère et abondante et c'est des prix de souveraineté nationale. Sans quoi, rien ne sera possible. Donc prix de souveraineté nationale, c'est encadrer le libre-échange, bien entendu. Et les traités de libre-échange. Hein. Si on laisse tout faire, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'en parler. On ne produira pas au prix des étrangers. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais après, on est gagnant. 1 million d'emplois sur l'agriculture, c'est 60 milliards d'euros dans le produit intérieur brut. Voilà. De retour. Parce que les gens, on les remet dans la machine économique. On a moins de chômeurs. On a des gens qui vont cotiser. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des emplois chez nous ou on veut juste être des prestataires de services et dépendre juste de la consommation des ménages. Un pays, si le produit intérieur brut dépend que de la consommation des ménages, qu'on n'a plus d'industrie et plus d'agriculture, on ne tiendra pas. C'est pas possible. On peut pas tenir que sur la consommation des ménages et que sur le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire est indispensable dans une certaine proportion, mais le secteur tertiaire ne tire pas une économie. C'est pas vrai. Il crée pas de richesse, le secteur tertiaire. En faut pour gérer, mais il crée pas de richesse. Ceux qui créent la richesse, c'est les entreprises, c'est l'industrie et l'agriculture. Merci, à bientôt.